département, on a reçu avant la date limite qui était fixée à vendredi, et parfois même bien avant la date limite, un tiers des grandes enquêtes. Un tiers des diocèses y a répondu avant la date limite, alors que tout le monde sait que c'est un travail conséquent. Ça dit l'intérêt, ça dit l'enthousiasme. Et je vous glisse ça. Ce qui m'a frappé dans les 36 questionnaires déjà reçus, c'est que tous font état d'usages compatibles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un diocèse en France, déjà parmi les 36, mais qui sont assez représentatifs finalement de tous les diocèses de France, il n'y a pas un diocèse qui n'accueille pas, qui n'accepte pas des usages compatibles avec le culte. Ça peut être minime, ça peut être modeste, ça existe dans tous les diocèses de France. Et donc nous allons emprunter ce chemin, j'allais dire, à la découverte des usages compatibles, possibles, souhaitables, désirables parfois, avec difficulté aussi parfois, on ne va pas le mésestimer, mais de voir ce qui est possible et ce que l'on peut réaliser dans les diocèses. Je le dis aussi à la lumière de décisions judiciaires récentes, en particulier en Bretagne, qui a conduit certains manifestants qui s'opposaient à certains usages compatibles à être condamnés par la justice. Voilà. C'est une actualité de la semaine dernière. On pourra en reparler, si vous voulez, dans les temps d'échange et les temps d'information dans le cadre de la journée. Ce que je souhaite vous dire aussi, avant de lancer la journée, de vous présenter rapidement chacun de nos intervenants, et de le faire aussi sous le patronage de Monseigneur Planet, qui accompagne les États généraux du patrimoine religieux et qui conclura notre journée, c'est de vous dire que nous sommes heureux aussi d'ouvrir cette session nationale encore un peu plus qu'à l'ordinaire, au-delà des membres des commissions diocésaines d'art sacré, de les ouvrir à nos partenaires et à nos amis. Je pense en particulier aux mécènes, je pense en particulier aux partenaires de la Nuit des Églises. Mais je voudrais aussi saluer parmi nous la présence de 2 journalistes qui ont été conviés à nous rejoindre. Je vous dis ça pour que vous puissiez les identifier. Je parle des journalistes qui ne sont pas des intervenants de la journée, mais qui sont là pour suivre nos échanges. Ce serait important pour vous de les repérer pour pouvoir éventuellement répondre à leurs sollicitations ou à leurs demandes de questionnement. Vous avez Sophie Laurent, qui est grand reporter à Pèlerin, qui lève la main, qui est là. Voilà, c'est un joli sourire, on ne peut pas louper. Et je salue également la présence d'Alain Offray, voilà, qui est là, alors qui n'est pas parmi nous pour un titre de la presse écrite, pas Libération cette fois-ci, mais pour un film que vous préparez. Voilà. Soyez tous les deux les bienvenus. Je vous le disais, donc au cours de cette journée, nous allons démarrer avec le sénateur Pierre Ouzoulias, qui est à ma gauche, ce qui lui convient, je crois. Je vous présenterai dans un instant. Avec vous, on va partir donc de cet appel que vous avez lancé finalement dans la finale de votre rapport avec Anne Ventalon. On va poursuivre dans le cours de la journée avec Alexandre Juglaris, directeur général de la Fondation du patrimoine, dont vous vous souvenez qu'il était venu il y a 1 an et demi nous présenter la mouture de la première édition du prix Sésame, et qui aujourd'hui, finalement, 18 mois après, 15 mois après, vient nous dire ce qu'a donné cette première édition et nous faire aussi le teaser de la deuxième. Ensuite, nous accueillerons, je l'ai aperçu tout à l'heure, Marguerite Henry. Bonjour Marguerite, rebonjour. Chargée des partenariats au CFRT et qui viendra nous présenter cette série qui a été diffusée sur France 2 l'été dernier, la série Église à vivre, en partenariat justement avec le Pèlerin au groupe Bayard. Nous expliquer finalement le choix éditorial de cette mini-série. On aura la possibilité même d'en visionner 2 épisodes pour ceux qui n'ont pas eu le bonheur encore de les voir. On enchaînera avec Anne-Violaine Ardel, la directrice des affaires juridiques de la maison. Je sais que vous attendez toujours chaque année avec beaucoup d'impatience ces interventions toujours très nourries et qui vous permettent de repartir dans les diocèses bardés de références juridiques. Et puis dans l'après-midi, nous accueillerons Mathieu Lours, historien de l'architecture, spécialiste de l'architecture religieuse, qui nous permettra de resituer la question des usages compatibles sur le temps long, sur le temps historique.
de réaliser aussi peut-être, un peu comme nous l'a permis la grande enquête nationale, de réaliser qu'on vivait des usages compatibles depuis très longtemps sans le savoir, que parce qu'on ne les avait pas nommés ainsi, on ne savait pas qu'ils existaient. Ça vous rappelle sans doute M. Jourdain. Voilà. Mais c'est l'un des intérêts de la science historique que de pouvoir resituer une question sur le temps long. Et avec Benoît de Sagazan, que je salue également, nous aurons l'occasion, par-delà l'histoire, de resituer aussi sur un plan géographique en France et un peu au-delà de nos frontières, la réalité de ces usages compatibles autour de nous. Nous aurons aussi la chance, en milieu d'après-midi, de recevoir Joël Beaugrasset, qui est vice-président d'un conseil départemental et qui est surtout président de la Fédération nationale des CAUE, les conseils d'architecture, urbanisme et environnement, qui nous dira, lui, d'un point de vue très technique et d'ingénierie, comment les CAUE, dans chaque département, sont capables d'accompagner la dynamique du patrimoine religieux, notamment au travers de ses usages. Avant de conclure avec Anne-Sophie Ourdeau, je sais qu'elle est déjà là parce que je l'ai croisée tout à l'heure, dans l'Atrium. Vous êtes journaliste, mais ce n'est pas tant avec cette casquette-là que vous nous venez aujourd'hui qu'avec la casquette de fan du patrimoine. Hein. Vous avez créé Adopte une église. Et surtout, vous viendrez avec une proposition, une idée que vous allez nous partager. Et je trouve ça très intéressant parce qu'on ne restera pas simplement sur un constat, on ne restera pas simplement sur un scan des pratiques, mais on essaiera de partir avec une idée pour faire que l'on avance dans les diocèses sur ce sujet-là. Vous vous souvenez sans doute, à notre dernière journée annuelle, on a eu la joie d'accueillir le général Georgelin, qui nous avait donné des nouvelles du chantier du siècle. Et donc, nous avons la chance ce soir d'accueillir le recteur de Notre-Dame, qui nous donnera, à 6 mois de la réouverture quasiment de Notre-Dame, des nouvelles de ce chantier, avant, non pas d'accueillir parce qu'il est chez lui, mais quand même d'accueillir à la tribune Monseigneur Planet, qui nous fera le bilan de cette journée, qui nous dira le regard qu'il porte sur les échanges que nous avons pu avoir. Écoutez, il est 41, ça veut dire que déjà on maîtrise bien le timing. On va essayer de le tenir toute la journée parce que vous avez vu, hein, les horaires sont serrés, les interventions sont nombreuses. Donc je vous demande par avance pardon pour le temps contraint que chaque intervenant aura. Mais je vous demande aussi pardon parce que parfois, avec les 3 collaboratrices que je vous présenterai tout à l'heure et qui sont dans le fond, on sera obligé de claquer dans les mains dans l'Atrium pour vous inviter à redescendre pour vraiment bien tenir les horaires de chacune des interventions. Pierre Ozoulias, merci beaucoup de nous rejoindre ce matin. Je sais que vous avez un emploi du temps très chargé. Vous nous faites vraiment l'amitié de nous rejoindre. On ne va d'ailleurs pas faire comme chez Michel Drucker, on ne va pas faire semblant de se vous voyez, on se tutoie habituellement, donc on va le faire. Voilà, merci de nous rejoindre donc, ce matin pour évoquer avec nous ce fameux rapport sénatorial datant de juillet 2022, qui s'intitule d'ailleurs « La messe n'est pas dite », le patrimoine religieux, la messe n'est pas dite. C'est intéressant pour nous de t'accueillir ce matin pour savoir d'abord d'où vient ce rapport. Je le dis d'autant plus facilement que tu es sénateur des Hauts-de-Seine, un département, un diocèse dans notre jargon, qui a le plus de patrimoine religieux, propriété de l'association diocésaine, puisque construit après 1905. Donc d'où vient cette problématique-là pour un sénateur des Hauts-de-Seine ? Oui, et pour un sénateur communiste aussi, tu aurais pu le rajouter. C'est vrai, je ne voulais pas trop insister. Non, c'est pas grave. Je suis vraiment très heureux d'être avec vous. Tu as parlé d'amitié et je crois que c'est ça, parce qu'on a travaillé vraiment en pleine et en grande intelligence ensemble dans le cadre de ce rapport. Et je reste aujourd'hui surpris du retentissement médiatique de ce rapport que nous n'avions absolument pas envisagé, voire même rêvé. Mais bon, les rapports du Sénat suscitent un petit peu de l'intérêt, comme la Chambre haute elle-même, et je crois qu'on a produit quelque chose qui est très utile et qui permet de cadrer un peu une réflexion. Alors, là, je suis obligé de parler de moi puisque tu me poses une question. Donc, le père Morna et moi je prononce Mornas, Pierre Ozoulias. Voilà. Il y a une frontière entre le Limousin et le Périgord.
Très exactement. Il y a une frontière linguistique. Donc, chez vous, c'est un occitan languedocien. Chez nous, c'est un occitan du Limousin, qui est un occitan beaucoup plus pur, beaucoup plus proche de... Et la journée s'arrête là. Merci. Beaucoup plus proche de ce qu'a été l'occitan, parce qu'il y a des différences de voyelles dans le Limousin que le languedocien ne connaît pas. Et donc, le S à la fin de Ouzoulias, il est destiné à montrer que le A est accentué. Ouzoulia, voilà, vous savez, c'est un petit peu de tout. Mais donc, je suis originaire d'une petite commune du plateau de Millevaches, Palisse, 222 habitants aujourd'hui. Et mon grand-père a été maire communiste de ce petit village pendant 5 mandats. Et pendant 5 mandats, il a passé son temps à trouver de l'argent pour restaurer son église, qui est une petite église romane dans le style limousin, avec un campanile qui est dissocié de l'église, qui est relativement rare, mais pas non plus tout à fait exceptionnel. Et je me souviens très bien des travaux qu'il faisait. Alors, bon, grand-père, c'était une personnalité. Il avait fait la résistance ici à Paris. Donc, quand il ne trouvait pas d'argent sur place, il montait à Paris. Il s'enfermait dans le bureau du directeur du patrimoine au ministère de la Culture, et il disait « Tant que je n'aurai pas l'argent pour mon église, je ne sortirai pas ». Et vous ne ferez pas sortir comme ça un ancien colonel des FTP. Ça marchait assez efficacement. Et donc, c'est comme ça que je pense qu'il a sauvé d'une ruine prévisible la petite église Saint-Martial de Palisse. Et c'est quelque chose que j'avais gardé en tête de façon forte. Et j'avais proposé au président Lafont, président de la commission de la culture, de lancer un thème là-dessus. Tout le monde m'avait regardé en disant « mais il n'y a rien à dire, il n'y a aucun intérêt, il n'y a pas de problématique, bon, si tu veux te faire plaisir, voilà ». Et j'avais embarqué avec moi la sénatrice Anne Vallon, sénatrice de l'Ardèche, qui, elle, était parfaitement consciente de l'importance de cette problématique, parce qu'elle la vivait quasiment au quotidien. Et au quotidien, elle était sollicitée par des petits maires qui se trouvaient dans l'incapacité de faire face à la restauration de leur patrimoine religieux. Notre rapport est parti de là. Ensuite, nous avons été surpris, il faut le dire, d'une chose, une chose qui pose quand même problème, c'est qu'au ministère de la Culture, il n'y a plus de compétences pour donner un bilan à peu près approximatif de ce qu'est l'état du patrimoine religieux en France pour ce qui concerne le patrimoine non classé, non inscrit. Pour le patrimoine classé, il n'y a pas de problème, mais pour le reste, depuis que l'inventaire a été décentralisé vers les régions, il n'y a plus au ministère de la Culture une cellule qui est dans la capacité de donner un bilan national. C'est la première chose à laquelle nous avons été confrontés. Heureusement, il y a des associations qui s'en occupent. Mais ce qu'on peut dire de façon générale, c'est que le patrimoine religieux français n'est pas dans un très mauvais état, de façon générale. De façon générale, il y a des pays européens dans lesquels la situation est plus difficile. Et ça, nous le devons au fait que, comme vous le savez, l'essentiel des églises paroissiales sont des biens communaux. Et que les mairies les entretiennent comme des bâtiments communaux à peu près au même titre. Et je pense que c'est un point important. Alors, parfois, je suis un peu taquin avec mes collègues qui siègent dans l'autre partie de l'hémicycle que la mienne, et je leur dis que c'est sans doute la meilleure nationalisation réussie, parce qu'elle a permis de sauvegarder un patrimoine sur le très long terme. Voilà. Donc ça, c'est un premier point. En revanche, ce que nous avons pu constater, c'est qu'il y a eu, depuis les années 80, un changement fondamental, mais qui n'a pas été politiquement visible et qui n'est pas facilement identifiable. C'est le fait que les directions régionales des affaires culturelles sont dans l'incapacité, sauf dans quelques régions, je pense à la Bretagne, de fournir aux maires, et notamment aux maires des communes de petite taille, une forme d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, une ingénierie culturelle.
Les DRAC sont concentrés sur le patrimoine classé, patrimoine inscrit, et n'ont plus les moyens du tout de s'occuper du patrimoine non classé. Donc les maires, notamment ceux des petites communes, ont les pires difficultés à monter des dossiers, à aller voir les architectes et à assurer la maîtrise d'ouvrage. Et ça, c'est un problème très fort qui fait que, personnellement, là je parle en mon nom propre, mais ma collègue Anne Ventalon serait d'accord avec moi, qu'il faut réfléchir à une nouvelle étape de la décentralisation du patrimoine. Aujourd'hui, le patrimoine non classé est un peu le parent pauvre d'une politique nationale, c'est évident, mais n'est pas complètement identifié comme une compétence des collectivités territoriales. On est dans un entre-deux qui fait que les maires ont d'extrêmes difficultés parce qu'on s'est aperçu finalement que quand il y a des possibilités de monter des dossiers sérieux, on peut trouver de l'argent. On peut trouver de l'argent auprès de l'État, auprès de l'Europe, auprès des collectivités. Et il y a des maires qui s'en débrouillent très très bien. Mais la grande difficulté, c'est le montage du dossier financier. Parce que quand vous êtes maire d'une petite commune de 222 habitants, avec une secrétaire de mairie à mi-temps, vous êtes dans l'incapacité de monter des dossiers. Donc ça, c'est un point fondamental que nous avons identifié. L'actuelle ministre de la Culture a été auditionnée par le Sénat. Nous lui avons de nouveau parlé. Je n'ai pas senti une grande sensibilité sur ce dossier. Il faudra revenir de nouveau à la charge. Et c'est pour ça que dans la proposition de notre rapport, alors un bon rapport du Sénat, c'est un rapport qui ne demande pas de modification de la loi, qui ne demande pas d'argent. Le nôtre était parfait. On ne voulait pas toucher à la loi de 1905 pour des raisons que vous savez. Et on ne demandait pas d'argent parce qu'on estimait finalement que les CAUE, donc Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, pouvaient parfaitement assurer ce rôle d'intermédiation entre le maire, le curé affectataire qu'il faut systématiquement associer, et l'État, le département, toutes les collectivités. Par ailleurs, les CAUE disposent d'une fiscalité propre. Ils touchent une partie de la taxe d'aménagement qui plafonnait à 3%. Et on s'est aperçu que la consommation nationale de cette quote-part est de 2,3%. Ça veut dire qu'il y a des ressources fiscales qui sont mobilisables et qui ne le sont pas. Je pense à un département que je connais un petit peu, celui de la Corrèze. Aujourd'hui, le département de la Corrèze collecte moins de 1% de la taxe d'aménagement. Il pourrait aller à 3% sans que ça pose réellement de problème, parce que l'assiette de la taxe d'aménagement est extrêmement large. Et donc, cette mobilisation supplémentaire fiscale ne serait pas sensible par les usagers. Pour ça, il faut une petite révolution, c'est-à-dire qu'il faut que les élus locaux prennent conscience que l'État ne peut plus rien pour eux. Ils n'en ont pas encore pleinement conscience, je ne comprends pas depuis le temps, mais qu'ils s'emparent des outils dont ils disposent. Et je pense que le CAUE est le très bon outil pour ça, parce que c'est un organisme qui fait déjà un travail de proximité qui est tout à fait essentiel. Je suis intimement persuadé, en tant que bon républicain, que le couple commune-département est quelque chose de tout à fait essentiel dans la proximité, dans l'aide aux communes. Les régions sont malheureusement aujourd'hui beaucoup trop grosses. La région Grand Ouest serait dans l'incapacité de mettre en place des moyens pour aider les communes. Or, le département sait le faire et pourrait le faire. Donc là, il y a un travail collectif qu'il faudra que nous entreprenions ensemble pour qu'il y ait une meilleure sensibilisation et que les élus départementaux trouvent en interne, chez eux, la ressource de mobiliser davantage des moyens. Ça, c'est sur notre bilan et les quelques pistes qui montrent qu'il y a quand même des solutions. On n'est pas face à une impasse. On peut travailler. Par ailleurs, dans la discussion que nous avons eue avec les maires, il y a une demande politique qu'il faut entendre.
Les maires nous disent on est prêt à restaurer l'église, on le fait, mais on ne peut pas accepter qu'elle soit vide la plupart du temps ou qu'il y ait de temps en temps une messe, un enterrement, un mariage. Vis-à-vis des citoyens qui payent leurs impôts locaux, il faut qu'à un moment donné, il y ait une forme de contrepartie. On ne peut pas continuer à restaurer avec une église qui reste fermée. Et par ailleurs, d'un point de vue patrimonial, bien évidemment, ce qui permet à une église d'être saine, c'est aussi d'être ouverte le plus souvent possible. C'est ce qui permet la ventilation, et puis c'est ce qui permet aussi la réappropriation de ce patrimoine. Donc là, il y a... C'est donc ce que vous appeliez... la resocialisation. La resocialisation. C'est ça. Alors concrètement, si on regarde des pistes très évidentes, qu'est-ce que ça recouvre chez toi et chez Anne Ventalon, cette resocialisation des églises? Nous n'oublions pas, parce que c'est inscrit dans la loi de 1905, que le curé affectataire, bien évidemment, est le premier à dire ce qu'on peut faire dans son église, parce qu'il y a un usage exclusif du culte qui est reconnu par la loi. Et nous n'avons pas voulu toucher à la loi de 1905 parce qu'il nous semble que ce cadre reste aujourd'hui tout à fait valide d'un point de vue politique et d'un point de vue législatif. Donc nous avons... alors, on a fait un petit tour de France des usages compatibles. J'ai corrigé mon vocabulaire. Avant, je disais partager. Une première conversion. Voilà, une première conversion. Donc, un usage compatible. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui ne sont pas nécessairement connues. Par exemple, des épiceries solidaires. Par exemple, des lieux de culte qui sont ouverts l'été au moment des canicules pour accueillir les personnes qui sont en difficulté parce que chez elles, il fait trop chaud. Des centres de révision d'examen, parce que c'est un lieu qui, quand même, qui se prête à une certaine concentration. Il y a beaucoup d'exemples et je pense qu'on n'a pas réussi à faire le tour. Et je crois que ce qui est fondamental dans ce domaine, c'est le dialogue. Le dialogue entre le curé, ses paroissiens, bien évidemment, ses paroissiens, le maire, qui peut proposer des manifestations, l'évêque aussi, et l'État, le préfet. Parce que, comme tu l'as dit, je pense qu'à un moment donné, l'État doit jouer son rôle aussi, de défenseur de la loi de 1905. Et quand des personnes qui sont extérieures à la paroisse viennent s'opposer à une décision qui a été prise dans le dialogue entre le maire, le curé affectataire, c'est à l'État de jouer son rôle et d'imposer que la décision qui a été prise de façon collégiale puisse être mise en œuvre. Et je le dis, je trouve que le ministère de l'Intérieur sur ces sujets-là est d'une extrême prudence. Je parle en langage sénatorial. Et je pense que ça pose un problème. Je pense que ça pose un problème parce que ça met le curé affectataire en grande difficulté. Et il est seul à porter une responsabilité qui devrait être une responsabilité collective. Voilà. Donc là aussi, il y a des choses à faire avancer. Nous en avons parlé au bureau des cultes qui est conscient des enjeux, qui est conscient de la difficulté et avec lequel il faut travailler. Ce que nous avons senti, c'est que dans la définition de ces usages partagés, dans la façon de les mettre en œuvre, ce qui manque, c'est un vade-mecum. Donc un livret qui permette à chacun, au curé affectataire, mais aussi au maire, de savoir ce qu'il est possible de faire, de ne pas faire, et comment on peut le faire. Quelles sont les formes que le maire et le curé doivent mettre en œuvre pour que la décision soit partagée collectivement et ensuite respectée. Il nous semble que le frein le plus important aujourd'hui est celui-là, c'est-à-dire la peur de mal faire, du côté du curé, mais du côté du maire aussi, de prendre des initiatives qui pourraient être contestées de ci, de là. Donc je crois que s'il y avait un cadre, une convention cadre, qui permettrait à chacun
de se retrouver sur des bases qui juridiquement seraient assurées, ça serait une très très bonne évolution des choses. Et j'ai bien compris que c'était l'un des objectifs forts de votre mission que je salue parce qu'on sent que c'est vraiment aujourd'hui une demande. Dans le cadre de la rédaction de ce rapport, vous avez été amené avec Anne Ventalon à recevoir beaucoup d'institutions, beaucoup de porteurs de projets en audition. Est-ce que vous avez eu des échos, au-delà de l'affaire que je viens de citer en Bretagne, des échos d'usage compatible véritablement problématiques ? Non. Je ne vois pas. Sincèrement, je ne vois pas parce que les choses sont systématiquement faites dans un profond respect du lieu, que ce soit bien évidemment par le curé, mais aussi par le maire. Et que on n'a pas en tête de cas où un maire ait proposé au curé affectataire une utilisation de l'église qui soit franchement incompatible avec ce que le lieu. Ce que les maires nous disent, c'est que très souvent, ils ont le sentiment que le curé est timoré par rapport à leurs propositions, tout simplement par prudence, et qu'il n'ose pas. Qu'il n'ose pas parce qu'il ne connaît pas les exemples, parce qu'il a du mal à appréhender le cadre législatif, et que donc il faut l'aider. Mais on n'a pas le sentiment que ça pose problème. Je propose qu'on bouscule un tout petit peu le programme. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les formuler dès maintenant. Je vous ai dit qu'on tenait les horaires, mais qu'en même temps, on pouvait à l'intérieur être un petit peu souple. Il y en a déjà 3. Oui, je vous invite à prendre la parole. Une fois que vous avez terminé, à raccrocher votre micro et à vous présenter en disant simplement votre diocèse, s'il vous plaît. Oui, bonjour, Pierre Maigne du diocèse de Laval, mais d'une famille de Turenne, donc entre vos deux régions nord et sud. J'ai une question très pratique. Vous avez parlé des CAUE et du rôle qu'ils pourraient avoir pour les bâtiments non inscrits ou non classés. Laval, le département de la Mayenne n'a plus de CAUE depuis 2 ans, donc il peut y avoir des trous dans la raquette là aussi. Est-ce qu'il peut être envisageable que la CEF se donne une compétence d'assistance à maîtrise d'ouvrage justement pour aider les diocèses? Merci beaucoup pour cette question que je garde et on verra ça au temps d'échange plus tard. Ou dans la conclusion de Monseigneur Planet. Voilà, c'est parfait. Oui. Jacques Millard, diocèse de Reims-Ardennes. Je reviens sur ce que monsieur le sénateur a bien voulu dire en disant c'est le couple département-commune qui est essentiel. Moi, je pense que la situation est extrêmement diverse. Le diocèse de Reims-Ardennes est sur 2 départements, le département de la Marne qui intervient effectivement un peu, et le département des Ardennes, lui, depuis plusieurs années, n'est absolument totalement absent de l'aide aux églises. Il est d'ailleurs en quasi-faillite, donc il n'y a plus d'argent, qui ne peut rien faire. Par contre, c'est la région Grand Est qui s'est saisie du dossier et qui, là, actuellement, met le paquet sur les églises, en tout cas pour ce département. Il y a un impact Ardennes spécial pour aider les églises dans le département. Mais surtout sur le mobilier. Non, sur l'immobilier. Sur l'immobilier ? Sur l'immobilier, mais surtout l'immobilier. D'accord. Surtout l'immobilier. Par ailleurs, il y a un échelon qui, lui, d'après l'expérience, est beaucoup plus important, que vous avez oublié, et qui pourrait faire l'assistance à maîtrise d'ouvrage, ce sont les communautés de communes. Micro. Oui, Dominique Jugan, Côte d'Armor, diocèse des Côtes d'Armor, Saint-Brieuc-Tréguier. J'avais la même question, c'est effectivement le niveau intercommunal, agglo, métropole, qui lève l'impôt et qui a la compétence culturelle. Alors, plusieurs choses. Sur les CAUE, les Ardennes n'ont pas de CAUE. Et, alors que c'est une compétence qui leur est imposée par la loi. Donc là, à plusieurs reprises, on a demandé au ministère de la Culture de faire valoir auprès du préfet du département et du conseil départemental de nommer leur CAUE, parce que c'est absolument indispensable. Ça veut dire que le département des Ardennes se prive d'une partie de la taxe d'aménagement qui pourrait aller vers l'aide à la maîtrise d'ouvrage. Le point important, c'est que c'est un rapport sénatorial. Donc on peut difficilement
dans les conclusions du rapport, préconiser quelque chose qui pourrait être considéré par les élus comme un nouveau transfert de compétences de l'État vers les collectivités sans compensation. Et pour les communautés de communes, c'est évidemment le problème. Ça poserait problème. En revanche, qu'on dise que le CAUE peut prélever 3% d'une taxe qui lui est affectée, qu'aujourd'hui le prélèvement national est 2,3% et qu'il y a de la réserve budgétaire et fiscale à mobiliser, ça, c'est des choses qu'on peut faire et qu'on peut dire parce que ça ne touche pas au terme des compétences. Pour les communautés de communes, il y en a beaucoup qui ne pourraient pas s'emparer de cette compétence et qui seraient dans l'incapacité de la gérer. Pour les régions, la difficulté, je vous l'ai dit en préambule, c'est que l'inventaire est passé de la compétence État à la compétence région, et aujourd'hui, elle est exercée cette compétence de façon extrêmement diverse suivant les régions. Il y a des régions qui, en effet, s'en occupent. Je sais que c'est le cas du Grand Est, d'autres aussi. Et puis, il y a des régions où l'inventaire a été complètement oublié. On est passé à tout à fait autre chose. Donc, on ne peut pas trouver une solution nationale. Or, le CAE, lui, est mentionné par la loi. C'est une obligation légale. Donc, je trouve plus intéressant d'appuyer une politique sur un organisme qui est lui-même reconnu par la loi et qui a en plus une fiscalité propre. Depuis 79 de mémoire. C'est ça. Ah oui, j'ai des petits restes. Bien. C'est pas mal. Micro. Bonjour, Bruno Leprat, diocèse de Blois, sans évêque, et journaliste également, de façon marginale, à Maire de France, la publication de l'Association des maires de France. Dans les exemples, monsieur le sénateur, que vous évoquiez, est-ce qu'il y a eu des échanges d'argent, c'est-à-dire quant à la mise à disposition d'un lieu, y a-t-il eu en retour, pour différentes raisons ou sous différentes formes, une monétisation de cet emprunt d'un lieu, du lieu en question? Je crois que ce n'est pas possible, légalement. Je crois que c'est totalement interdit. Et ça ne se fait jamais. Et ça ne se fait jamais, bien sûr. Qu'à la fin du spectacle, il y ait une quête qui soit organisée, etc., c'est tout à fait autre chose. Mais bien évidemment, la mise à disposition d'un bâtiment qui est un bâtiment communal ne peut pas se faire dans ce cadre-là, parce qu'il y a un usage exclusif par une compensation financière. C'est des exemples que nous n'avons pas vus. Et le ministère de l'Intérieur ne nous a pas fait remonter des pratiques de ce type-là. Donc je crois que ça n'existe pas. Jean Rouche, Évreux. Est-ce que, monsieur le sénateur, dans votre rapport, vous abordez, à l'occasion des usages compatibles, la compatibilité justement avec les règles de laïcité? Que quand on parle de centre d'examen ou d'accueil en cas de canicule, est-ce qu'on enlève toutes les statues, le chemin de croix, etc. Et comment fait-on? Merci de vous proposer et de fermer votre micro. Merci. J'ai une vision de la laïcité qui est forte, très forte, et fondée sur la loi de 1905 et qui considère que la laïcité, ce n'est pas l'interdiction dans la sphère publique de tout témoignage religieux. Et c'est pour ça que je suis avec vous aujourd'hui. La laïcité, c'est la séparation de l'Église et de l'État, c'est la liberté de conscience et de conscience religieuse, mais ce n'est pas l'interdiction de toute manifestation religieuse dans l'espace public. Et le père Mornars pourra en témoigner. Lors de la loi sur dite séparatisme, j'ai défendu la position de l'Église de France parce que je considérais que ce qui était mis en place était une forme de contrôle qui allait beaucoup trop loin. Les faits m'ont donné raison. Aujourd'hui, le changement des obligations imposées aux associations de loi de 1905 fait qu'elles sont dans une grande difficulté. Donc, moi, j'ai dit à plusieurs reprises dans le cadre de ce rapport que je souhaitais vivement que les enseignants organisats que l'enseignant organisa des visites dans tous les lieux de culte, et notamment dans les églises. Ce que les enseignants ne font pas par une vision de la laïcité qui est fausse.
Mais je crois que dans le cadre d'un cursus pédagogique, que l'enseignant emmène sa classe dans l'église pour expliquer comment ça fonctionne d'un point de vue architectural, liturgique, ça serait une excellente chose. C'est tout à fait nécessaire. Donc qu'il y ait des activités complètement laïques, comme réviser ses examens dans un bâtiment religieux, ça ne pose aucun problème. Aucun problème. La loi de 1905 ne l'interdit pas, absolument pas. Une dernière question de Benoît de Sagazan, je crois. Oui, c'est juste une remarque sur le financement au culte que vous avez abordé. Il est strictement interdit par la loi, mais la jurisprudence du Conseil d'État a permis qu'une commune puisse financer des activités du moment qu'elles concernaient le bien collectif. Je pense à l'orgue de Trélazé, notamment en Maine-et-Loire. Voilà. Comme la cathédrale d'Évry, d'ailleurs, a pu bénéficier aussi de subventions du ministère de la Culture parce qu'il y avait un musée qui était incorporé au musée, à l'édifice. Tout à fait. C'est-à-dire que la loi de 1905, elle pose une règle qui n'est pas absolument précise et qui fait que tout ce qui est l'immobilier, tout ce qui est la superstructure de l'édifice, c'est l'État ou la commune qui s'en occupe. Et après, l'aménagement, plutôt le curé affectataire. Bon, il y a des marges de négociation sur cette répartition. Pour les orgues, c'est le meilleur exemple, bien évidemment. L'orgue peut être utilisé pour le culte, mais c'est aussi en lui-même un objet d'art. Donc je pense que là-dessus, on peut aussi définir des possibilités de relations. Si je retiens deux idées de ton intervention, on peut dire éventuellement que tu as le souhait que l'affectataire ne soit pas seul à porter la responsabilité de l'usage compatible avec le culte de l'Église dont il est affectataire, pour qu'il puisse à la fois être conseillé, être bordé aussi, et être accompagné dans cette décision. Et tu attends donc aussi la publication d'un vade-mecum des usages compatibles. Est-ce que tu aurais d'autres recommandations, d'autres attentes à l'égard de l'Église ? Moi, je voulais vous remercier sincèrement parce que la dernière fois que ce dossier avait été pris par une commission parlementaire, c'était fin des années 80, et on avait senti beaucoup de réticence du côté du ministère de la Culture, mais aussi de l'Église de France. Et je vois qu'en peu de temps, moi je suis archéologue, donc je travaille dans le temps long. Et nous, elle a été fondée il y a 2000 ans. Voilà, c'est ça. Donc, quand on regarde dans le temps long, on s'aperçoit qu'en peu de temps, vous avez fait beaucoup de chemin. Et que la façon dont vous abordez aujourd'hui ces usages partagés montre bien toute l'évolution qui a été faite. J'ai été très heureux d'entendre lors de la discussion que nous avons eue avec le président de la Commission de la Culture que vous pouviez avoir une forme d'œcuménisme dans le partage de l'édifice lui-même, c'est-à-dire qu'il puisse être ouvert à d'autres cultes chrétiens. Et je pense que c'est aussi une très bonne chose, parce qu'il existe déjà un exemple. En Alsace, vous avez des églises qui sont tour à tour églises catholiques et temples protestants des différentes confessions. Et ça, je pense que ça montre une forme d'ouverture d'esprit que je tiens vraiment à saluer, parce que ça va dans le bon sens. Donc je voulais finir sur ce point très positif. Merci beaucoup de nous avoir rejoints ce matin. Tu restes le temps que tu peux, que tu veux. Tu as une place qui est juste là. Je me suis mis là-bas. Ou là-bas, très bien. Discrètement. Encore un grand merci. Et nous accueillons maintenant Alexandre Juglaris, directeur général de la Fondation du patrimoine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour Alexandre. Bonjour à tous. La signature d'un petit papier tout de suite qui autorise la captation sonore de ces échanges. Voilà. Alors là aussi, on va faire comme avec le sénateur. On n'est pas chez Michel Drucker, on ne fait pas semblant de se vouvoyer, alors que voilà, on se tutoie d'ordinaire. Donc bienvenue à toi. Tu nous rejoins, donc, je le disais tout à l'heure, comme directeur général de la Fondation du patrimoine. Tu étais déjà venu il y a 15 mois, en septembre 22,
nous présenter le projet du prix Sésame. Tu viens maintenant nous rendre compte, entre guillemets, de cette première édition, de savoir si les buts ont été atteints, si les candidatures étaient intéressantes, et puis nous faire un peu comme une sorte de teasing de la deuxième édition, je crois, qui s'ouvre très bientôt. Et tu accompagnes ton propos d'un PowerPoint. Donc je vais faire l'assistant. Tu vas le faire ? Parfait. Les aléas du direct, ne quittez pas. Zou. C'est parti. Merci beaucoup Gauthier. Bonjour à tous. Je suis évidemment ravi de vous retrouver, de pouvoir venir vous présenter les résultats de cette initiative qui a été lancée, tu l'as dit, par la Fondation du patrimoine et qui s'inscrit dans un contexte global d'actions que la Fondation du patrimoine mène en faveur du patrimoine religieux. Effectivement, c'est une fondation qui a un peu plus de 25 ans. Je vais être rapide parce que j'espère que vous connaissez un peu cette fondation dans le cadre notamment de vos activités des commissions d'art sacré. Si ce n'est pas le cas, vraiment n'hésitez pas à aller taper à la porte des délégations de la Fondation du patrimoine parce que nous pouvons, en tout cas je l'espère, vous aider dans vos différents projets. C'est une fondation qui a été créée avec une idée assez simple et qui a d'ailleurs été évoquée dans les échanges précédents. C'est la nécessité d'accompagner un certain nombre de propriétaires privés et publics de patrimoine, prioritairement ce patrimoine non protégé situé dans les territoires ruraux et qui a toujours un certain nombre de difficultés, y compris sur le plan financier, puisque cette fondation a pour priorité de lever des fonds en faveur de la restauration, de la valorisation, de la sauvegarde du patrimoine. Et elle le fait grâce à un réseau de salariés et de bénévoles présents un peu partout en France. Cette fondation, elle s'intéresse à tous les types de patrimoine, évidemment au patrimoine religieux, et j'y reviendrai, mais au-delà de ce seul type de patrimoine aussi, à du patrimoine naturel, à du patrimoine bâti, du patrimoine mobilier, patrimoine des véhicules, enfin voilà, une grande diversité de patrimoines qui sont accompagnés par la Fondation. Mais effectivement, la spécificité pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle du patrimoine religieux. La Fondation du patrimoine est devenue le premier partenaire privé, premier financeur associatif de la restauration du patrimoine religieux en France. Elle le fait, je vous l'ai dit, grâce à son réseau de bénévoles et grâce à ses ressources. Concrètement, c'est 8000 sites qui ont été accompagnés ces dernières années grâce à la Fondation du patrimoine, sur un volume peut-être sur lequel vous reviendrez, je ne sais pas, en termes d'état des lieux, mais je sais que les états généraux se penchent sur cette question de l'inventaire, ou en tout cas de l'identification de la totalité de ce patrimoine religieux. En tout cas, pour ce qui concerne les églises communales, c'est près de 15% de ces églises qui ont pu être accompagnées ponctuellement par la Fondation. Nous avons par ailleurs aussi été une fondation collectrice de fonds pour la restauration de la cathédrale Notre-Dame, dont vous parlerez en fin de journée. Et puis un élément quand même important, puisque c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, vous donner un ordre de grandeur. 70% des collectes de dons de la Fondation du patrimoine, lancées chaque année, concernent du patrimoine religieux. Pourquoi ? Parce que nous sommes, je l'ai dit, partenaires des collectivités, et on sait que depuis la loi de 1905 et compte tenu de l'histoire de notre pays, le patrimoine religieux catholique est largement ou essentiellement ce patrimoine religieux dont je parlais. Alors, on a effectivement décidé de créer le prix Sésame. Donc évidemment, vous aurez compris la petite facétie qui est la nôtre. Pour Sésame, nous voulons ouvrir ou rouvrir les édifices religieux. Oui, absolument. Mais c'est cette petite anecdote passée. Ce prix Sésame, il s'inscrit dans un contexte plus global. Je vous l'ai dit, il y a une antériorité ancienne sur l'action de la Fondation en faveur de ce patrimoine religieux, mais nous avons différents outils que nous mobilisons. La collecte de dons, parce que ça compte, et que c'est un besoin, en tout cas très, très fortement exprimé de la part des partenaires, et notamment des collectivités territoriales que nous accompagnons, de pouvoir les aider à boucler leur plan de financement, voire même parfois, et c'est un sujet sur lequel je sais que vous travaillez, sur lequel la Fondation travaille aussi, et le sénateur Ouzoulias l'a évoqué précédemment. Ouzoulias, pardonnez-moi, j'ai retenu la leçon. C'est la question de l'ingénierie, de l'accompagnement des collectivités et des plus petites d'entre elles dans leurs projets de restauration. Nous avons lancé
l'an dernier également grâce à un mécène particulier, un programme de soutien au patrimoine roman. Nous avons aussi instauré il y a maintenant 2 ans et demi, en lien avec le ministère des collectivités territoriales et le ministère de la Culture, un site internet qui s'appelle le Portail du patrimoine, qui est un lieu de ressources qui sont mises à disposition des collectivités, essentiellement les plus petites, parce que c'est là que probablement l'accompagnement est le plus nécessaire. Et nous veillons sur ce portail du patrimoine à mettre en avant un certain nombre de ressources, y compris documentaires, qui sont réalisées par l'ensemble des acteurs. Ce portail, il a vocation à faciliter l'information et à renvoyer vers les experts. La Fondation n'est pas experte des sujets, elle est facilitatrice. Et vous avez, par exemple, puisque le sujet a été évoqué précédemment, un certain nombre de fiches pratiques de vadémécum qui ont été faites par des CAUE, qui sont plus en pointe, puisqu'il y a des endroits où il n'y en a pas, mais il y a aussi des endroits où il y a des CAUE très performants et très en pointe, y compris dans la production de ressources. Et sur ce portail, vous pouvez trouver un certain nombre de documents et de notes utiles à la réalisation de projets. Ensuite, il y a la question effectivement de la transmission. Et dans ce volet-là, nous incluons deux sujets d'actualité dont nous verrons s'ils aboutissent ou non. En tout cas, ce sont des pistes de travail et de réflexion. Et je reviendrai peut-être en parler dans 18 mois, sur la valorisation, la transmission des savoir-faire, puisque évidemment, quand on s'intéresse au patrimoine, il y a un certain nombre de techniques de restauration. Je pense par exemple aux métiers d'art liés à tout ce qui concerne la création ou la réfection de vitraux. Ce sont des savoirs particuliers qu'il faut transmettre, des savoir-faire aussi. Et donc c'est une problématique à laquelle nous essayons de répondre. Autre sujet d'avenir ou de réflexion en cours à la Fondation, en tout cas d'expérimentation, celui de ce que nous appelons les serrures Sésame. Alors là, c'est un dispositif aujourd'hui qui est expérimenté en Bourgogne, en Bourgogne-Franche-Comté, pour réfléchir aux conditions d'installation de serrures qui seraient suffisamment sécurisantes pour l'édifice, pour le culte comme pour le propriétaire, souvent une collectivité, mais qui permettrait de rouvrir ces édifices. Parce que finalement, derrière tout ça, et j'y reviendrai aussi en continuant mon propos, la vocation première de la Fondation du patrimoine, c'est d'essayer d'assurer une forme de pérennité, de transmission de ce patrimoine bâti. Or, on sait qu'un bâtiment qui est ouvert est un bâtiment qui respire et donc qui a des chances d'être plus durablement conservé, même si l'utilisation est peu fréquente. L'ouverture possible grâce à une application sur son téléphone serait une des pistes. Alors, en tout cas, c'est aujourd'hui quelque chose qu'on est en train de travailler. Je ne peux pas vous garantir la pérennité ni l'efficacité, parce qu'il y a des enjeux aussi financiers derrière ce type de dispositif, mais en tout cas, c'est quelque chose que nous essayons de faire. Alors, quand on a donc réfléchi à ce prix Sésame, nous avons identifié les objectifs qui étaient les nôtres, puisque prix Sésame dont nous avions d'ailleurs parlé lors de notre audition au Sénat sur le patrimoine religieux, nous avons aussi évoqué avec la conférence des évêques et dans le cadre des travaux conduits en faveur des États généraux du patrimoine, nous nous sommes posé la question de ce que nous pouvions faire d'utile à la Fondation du patrimoine dans cette démarche. Puisque nous ne sommes ni affectataires ni propriétaires, nous essayons de financer des projets. Et donc, notre positionnement a été de se dire, ce que nous pouvons faire, notamment grâce à ce réseau de bénévoles, c'est d'identifier un certain nombre d'usages compatibles, de bonnes pratiques qui peuvent être mises en œuvre un peu partout en France, d'apporter un financement à ces bonnes initiatives, et puis d'essayer de les valoriser parce que voilà, nous avons parfois la capacité, je dirais, à faire connaître un peu un certain nombre de projets. Et donc, nous avons construit ce programme, ce prix Sésame, autour de ces idées, avec toujours une logique très, très importante pour nous, sur ce sujet qui on l'a vu, a pu parfois susciter quelques controverses, c'est de montrer qu'en réalité, c'est un sujet qui est aujourd'hui très largement consensuel. Il y a beaucoup d'initiatives, tu l'as évoqué, qui sont mises en œuvre dans la totalité des diocèses. Charge à nous collectivement, et en tout cas pour ce qui concerne la Fondation du patrimoine, d'aider à identifier les projets les plus qualitatifs ou les plus exemplaires, et puis peut-être aussi pour inspirer, parce que quand on trouve des bonnes pratiques, on peut évidemment les diffuser ou les répandre. Alors, concrètement, là aussi, je l'ai dit, nous ne sommes pas des experts, alors nous avons fait appel aux sachants. Nous avons constitué un comité d'experts pour réfléchir à ces bonnes pratiques. Et je me permets d'ailleurs de saluer Benoît de Sagazan qui a participé très activement à nos travaux, parce que
c'est important quand on veut fédérer, ça fait partie des mantras assez forts de cette logique du pré-sésame, on a besoin de s'appuyer sur des experts. En tout cas, c'est notre position. On a eu aussi la volonté de réfléchir, d'associer les différents cultes, qui sont évidemment tous concernés à une échelle différente, mais c'était pour nous important de pouvoir entendre les attentes des différents cultes, entendre aussi les attentes des collectivités et des élus sur ces sujets, pour définir un petit peu une règle, je ne sais pas si c'est un vade-mecum, mais en tout cas quelques conseils pratiques à destination des différents partenaires, que ce soit à la fois les porteurs de projets associatifs, quand c'est une association qui localement mène un projet dans le cadre d'un édifice religieux, que ce soit les diocèses ou les différents cultes concernés. Voilà, nous avons essayé de faire combiner tout ça pour établir des critères de sélection sur les projets. Alors, il s'affiche devant vous, je ne vais pas les lire, c'est un peu fastidieux, et puis nous pourrons faire passer le document si le besoin est exprimé. En tout cas, vous pouvez retrouver toutes ces données sur le site de la Fondation d'une part ou sur le portail du patrimoine. Si vous avez besoin de mieux comprendre ou éventuellement de candidater, j'y reviendrai, toutes ces informations sont disponibles. Alors, on a beaucoup parlé d'usage compatible, évidemment, c'est même le socle de ce projet. On a même ajouté une dimension, nous, qui était un usage compatible avec l'esprit du lieu. Parce que si on veut continuer à garder un caractère consensuel à cette démarche, nous considérons qu'un édifice religieux, y compris un édifice désaffecté, ça dit quelque chose à la population locale, à la communauté locale. Et pour nous, il y avait, dans cette démarche qui est la nôtre, la volonté de respecter les croyances individuelles et l'attachement qu'il peut y avoir à un édifice. On a aussi essayé de penser que la configuration des lieux pouvait avoir un rôle particulier. J'y reviendrai à travers un exemple concret d'un lauréat, puisque on a évoqué l'organisation de cours, enfin de révision dans un édifice religieux. C'est possible, mais évidemment des endroits où on ne peut pas le faire, où il ne faut pas le faire. Et tout ça aussi dans une volonté de faire comprendre et de faire respecter toutes les opinions et tous les points de vue. Ça compte de pouvoir le préciser. Donc voilà un peu les critères de sélection de ce prix Sésame, qui, je le dis de manière très immodeste, a été pour nous une grande source de satisfaction et une forme de réussite. Pourquoi ? Parce que c'était assez nouveau à la Fondation du patrimoine de soutenir des initiatives. C'est-à-dire que jusqu'à présent, nous n'avions soutenu quasi exclusivement que des travaux. Et pour la quasi première fois, nous avons permis de sélectionner, ou en tout cas de récompenser des initiatives, c'est-à-dire concrètement, pour parler de manière très concrète, aussi de financer du fonctionnement d'une structure pour une association qui mène un projet. C'était une démarche un peu nouvelle, et même pour notre réseau, il a fallu l'appréhender, et on continue de l'expliquer. Donc vous avez là le calendrier de la première édition. Vous avez vu, on a pris un temps de réflexion assez fort aussi, parce que pour nous, c'était des éléments qui étaient assez nouveaux. Il fallait bien cerner les enjeux, notamment avec le comité d'experts que j'ai évoqué précédemment. Donc on a pris le temps. Et je pense que ce temps était nécessaire pour aboutir à un certain nombre de documents utilisables par les candidats. Je vous ai parlé de cette notion de respect, de l'esprit du lieu, de respect des différentes obligations, parce qu'il y a aussi pas besoin de vous expliquer ça ici, mais la qualification, l'usage d'un édifice religieux n'est pas le même selon les religions. Et donc on a essayé d'apporter une forme de vulgarisation sur ces enjeux pour permettre à certains, y compris à des gens qui aujourd'hui ne penseraient pas à solliciter un curé et une mairie pour organiser un événement particulier, quelque chose de nouveau, un usage compatible nouveau dans un édifice, vulgariser un peu les termes et les conditions d'utilisation. Donc on a fait un certain nombre de fiches pratiques, des petites vidéos, tout ce qu'on peut mettre en place dans cette logique de vulgarisation et de compréhension. Et puis aussi un modèle alors, qui est améliorable, toujours dans cette idée de vade-mecum ou de bonne pratique, une forme de convention type à usage de ces associations ou de tous ceux qui pourraient vouloir recourir à un usage compatible dans un édifice religieux.
et les conditions évidemment de respect des différents cultes, y compris d'un clergé affectataire quand on est dans ce cadre-là. Alors, un élément de bilan sur cette première édition. Nous avons reçu 45 dossiers. Alors c'est à la fois beaucoup, en tout cas pour nous c'était un élément de satisfaction, puisque c'était un objet assez nouveau, et puis c'est sans doute par rapport à tout ce qui est fait, et tu le disais Gauthier, évidemment qu'il y a un nombre beaucoup plus important d'usages compatibles qui sont réalisés dans ces édifices. Néanmoins, on a reçu un certain nombre de dossiers que nous avons étudiés, qui ont été présentés à un comité de sélection, et nous avons eu 11 lauréats pour cette première année. Alors, on a essayé de réfléchir aussi, dans le cadre de cette sélection, à un certain nombre d'exemples ou d'archétypes qui pourraient inspirer dans cette sélection. D'abord, vous le voyez, il y a eu des édifices où il y a toujours un culte et d'autres qui ont été désaffectés, puisque notre réflexion à la Fondation du patrimoine réfléchit à l'ensemble du patrimoine religieux, d'également inclure une diversité de cultes, même si évidemment le culte catholique a une part prépondérante dans la sélection, mais nous avons veillé aussi à montrer que c'était un enjeu qui concernait tout le monde. Et puis on avait réfléchi à quelques grands types d'activités qui peuvent être conduites dans un édifice religieux. Et vous le voyez, il y a une forme de diversité qui ne vous surprendra pas, à la fois dans ces volets culturels ou sociaux, de ce qui peut être fait dans un édifice, en respectant évidemment les spécificités ou les projets qui peuvent y être conduits. Alors, vous avez là une photo d'illustration, je commence par ça, même si ce n'est pas forcément le plus important, le plus intéressant, mais nous avons au mois de mai dernier organisé une cérémonie de remise des prix, de ce prix Sésame, et la ministre de la Culture était présente, et j'y reviendrai parce que c'est un élément important dans la suite des travaux, symboliquement que l'État reconnaisse l'intérêt de ce dispositif. Pour nous, ça a été quelque chose de tout à fait important. Il y avait aussi des parlementaires présents parce que voilà, ça s'inscrivait dans la continuité des travaux de ce rapport sénatorial. Alors, vous avez là les 11 lauréats. Vous en avez 8 qui relevaient d'usages compatibles et 3 d'usages nouveaux ou de reconversion de sites. Alors, je vous donnerai 2-3 actualités sur un certain nombre de ces projets, mais je voudrais revenir sur un ou deux d'entre eux que vous connaissez, il me semble bien déjà, mais le centre d'interprétation du vitrail à Mortagne-sur-Sèvre. Je sais que ce projet est connu, mais pour nous, au-delà de l'usage compatible dans un temps partagé, puisqu'une partie de l'année, l'Église est strictement consacrée au culte, et une autre partie de l'année, c'est un centre d'interprétation du vitrail qui a été installé dans cette église. Ce qui était intéressant dans cet exemple, enfin dans ce projet, au-delà du fond bien sûr, c'est que cette église avait failli être détruite. En réalité, il y a eu un long processus pour en arriver à ce centre d'interprétation du vitrail. L'équipe municipale antérieure avait envisagé de détruire cette église parce que ça représentait un coût, et c'est un coût, l'entretien d'édifices pour une collectivité. Un précédent maire s'était dit, j'ai 4 édifices religieux dans ma commune, celui-ci est peu utilisé, donc limite, pourquoi ne pas le détruire? Et quand la piste de la destruction a été envisagée, la population locale s'est mobilisée en disant non, on ne veut pas que cet édifice disparaisse. Il y a eu un changement d'équipe, et là, la démarche a été nouvelle, puisque c'est quelque chose auquel on accorde de l'importance. Tu l'as dit, Gauthier. C'est important, quand on a un projet, de bien s'assurer, et je reviens sur cette logique de consensus, mais elle est pour moi absolument fondamentale dans ces travaux. La nouvelle équipe municipale a associé la population locale, a évidemment, et c'était une condition qui n'avait même pas été pensée, le culte affectataire, pour discuter sereinement de l'avenir de cet édifice. Et à partir de là, il y a un certain nombre de projets qui ont été pensés collectivement et qui ont abouti à la création de ce centre d'interprétation du vitrail. Autre exemple complètement différent, là il n'y a pas de péril en la demeure, mais c'est cette formidable initiative qui est menée à Notre-Dame de l'Assomption à Mont-de-Vent-Sacé. Là aussi, qu'est-ce qu'on peut faire pour sensibiliser les jeunes publics, la population locale à l'avenir? On est dans un territoire, dans Lorraine, c'est vraiment extrêmement rural, hein, et c'est un édifice d'une beauté absolument exceptionnelle. Vous avez une association locale,
porté par un certain nombre de gens très dynamiques et qui favorise ce qu'on appelle qui a mis en place le dispositif des jeunes ambassadeurs du patrimoine. Il s'agit de mobiliser des scolaires pour organiser des visites de cette église. Ils sont formés par l'association, ils découvrent l'intérêt du patrimoine, l'intérêt historique, ils sont aussi sensibilisés à ce qu'on pourrait appeler de l'histoire religieuse ou de l'histoire de l'art à travers cet édifice et ce qu'il contient. Voilà une autre initiative qui, pour moi, peut être développée absolument partout parce que des édifices religieux et du patrimoine religieux, il y en a partout en France, et que c'est la première porte d'accès, ou en tout cas l'accès le plus immédiat et le plus simple au beau, à l'histoire de l'art, à la culture. Et donc c'est pour moi un exemple de ce qui pourrait être fait partout dans un monde idéal. Et des scolaires de l'enseignement public. Tu as raison de préciser. Scolaires de l'enseignement public. Donc on a aussi eu dans ces usages compatibles soutien à une association qui accueille des personnes sans domicile et des migrants et qui les accompagne dans leur démarche d'obtention de papier. Enfin, voilà, on a voulu montrer qu'il y avait beaucoup de choses qui pouvaient être faites et je pense que nous avons réussi un peu à entraîner à travers... je vais vous parler de l'église Saint-Cyr au Vaudreuil. Alors là, on est dans un édifice qui a été désaffecté. Mais où il y a une volonté politique locale très forte de maintenir ce patrimoine, de le préserver et de l'inscrire aussi dans ce que j'appelais le respect du lieu et de l'esprit du lieu. Il y a là un centre de valorisation des métiers d'art qui a été... il y a un centre des métiers d'art qui a été créé à côté de l'édifice et cette église qui a été restaurée, elle est aujourd'hui un centre d'exposition du travail qui est réalisé par les différents artisans qui ont été installés à côté dans un édifice là, qui est beaucoup plus contemporain. On voit, et c'est aujourd'hui un centre qui accueille un certain nombre de visiteurs à travers les différentes expositions. Autre exemple très différent, partie des autres lauréats, c'est le temple protestant de Jouy-en-Josas. Alors, moi j'ai beaucoup aimé ce projet parce que là aussi il y avait un usage compatible à différents endroits du presbytère et à proximité du temple. Le temple reste temple, mais une partie du presbytère a été aménagée en chambre de colocation pour des étudiants. Voilà encore, à mon avis, un exemple ou un dispositif qui pourrait être mis en place ailleurs. Aujourd'hui, la partie de colocation pour les étudiants est active. Il y a aujourd'hui des jeunes qui vivent dans ce presbytère. Et donc, voilà aussi, à travers cet exemple, que c'est possible, qu'on peut faire des choses. Et pour ça, il faut évidemment avoir un peu de soutien, y compris de soutien financier. Alors, je vais vous parler rapidement maintenant de la suite. Et puis ensuite, je répondrai peut-être aux questions s'il y en a. Mais je vous expliquais tout à l'heure que la question de la présence de la ministre avait pour nous eu un élément important. Vous le savez, vous ne savez peut-être pas d'ailleurs, depuis mi-septembre, une collecte nationale en faveur du patrimoine religieux des villages a été lancée. Cette collecte organisée par la Fondation du patrimoine bénéficie d'un dispositif fiscal particulier, inspiré de celui qui avait été mis en place pour la collecte en faveur de Notre-Dame de Paris. Et ce qui pour nous a été vraiment un élément très important et probablement en partie déclencheur de cette collecte, c'est que la question de l'usage compatible ou de l'initiative locale qui est mise en œuvre fera partie des critères de sélection des lauréats de cette collecte nationale. C'est-à-dire que, là encore, compte tenu de l'ampleur des besoins et des édifices à restaurer, même si je souscris à ce qui a été dit précédemment, globalement, l'état du patrimoine religieux en France est moins mauvais qu'ailleurs, mais la priorité est sans doute ce patrimoine non protégé des petites communes rurales qui ont moins de moyens financiers pour mener ces travaux de restauration et d'entretien. La question de l'usage compatible sera un critère supplémentaire d'appréciation pour ces lauréats de cette collecte nationale. Alors, aujourd'hui, où en est-on ? Puisque c'est quelque chose qui peut peut-être même vous intéresser très directement. En tout cas, moi, je vous invite
à regarder concrètement ce qui est envisageable. Le processus de sélection est en cours. Donc, si vous aviez dans le cadre de vos diocèses ou même des activités des commissions d'art sacré, des choses à proposer, vous êtes tout à fait les bienvenus. Nous avons un calendrier de candidature qui court jusqu'à la fin du mois. Parfois même, on fait preuve d'une certaine latitude, je ne devrais pas le dire, mais parfois on peut avoir quelques jours de rabais si on a une candidature à déposer. En tout cas, l'idée, c'est de continuer à pouvoir identifier un certain nombre d'usages compatibles ou parfois de nouveaux usages en faveur de ces édifices. En fonction de la qualité des candidatures, nous aurons peut-être aussi vocation à avoir un peu plus de lauréats cette année. En tout cas, on est dans une démarche de progression, c'est notre objectif, considérant le volume de choses qui peuvent exister et de bonnes initiatives à valoriser. On a donc un comité de sélection qui se réunira fin avril et vraisemblablement une remise de prix fin mai, peut-être même au Sénat. Mais c'est quelque chose... Avec un cocktail Pardon, excusez-moi. Tu seras invité. Merci. C'est tout ce que je voulais. En tout cas, voilà, le processus est en cours. Aujourd'hui, on a... ce matin, nous avions 68 candidatures. Donc c'est à la fois une forme de progression. Alors je ne compte pas celles de l'an dernier qui peuvent être renouvelées parce qu'il y avait des questions de maturité et de compréhension. Mais voilà, donc ça continue d'avancer, de progresser. Et ce dispositif a besoin d'être connu. Il faut aussi faire preuve d'une grande modestie. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais entendu parler du prix César, mais c'est parfaitement normal. Mais ce que nous voulons, c'est continuer à montrer à travers ce processus de sélection et à travers cette désignation de lauréats, montrer qu'il y a des bonnes pratiques un peu partout en France et que ces bonnes pratiques peuvent se répandre. En tout cas, la Fondation du patrimoine essaiera de contribuer à sa mesure et à sa place, à l'identification, à la valorisation et à la pérennisation de ce patrimoine religieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexandre. Merci beaucoup, Alexandre. Alors, une question à laquelle tu as déjà un peu répondu, mais je me permets quand même de la formuler, peut-être de la reformuler. Est-ce que le risque, effectivement, d'une deuxième édition, s'il vous plaît, est-ce que le risque d'une deuxième édition, ça n'est pas finalement de récupérer des dossiers qui sont d'une moins bonne qualité que la première édition? C'est toujours un peu le risque que l'on a quand on lance... lorsqu'on lance un prix, lorsqu'on lance un jury, on l'évoquait pour d'autres prix récemment, de se dire, voilà, on a récupéré à la première édition tous les projets qui étaient intéressants, tous ceux qui étaient un peu emblématiques, tous ceux qui étaient un peu sexy, pour le dire rapidement, et finalement, on a une deuxième édition qui est peut-être un peu plus pauvre. Alors, tu sembles nous dire le contraire, parce que tu es déjà à plus de 60 candidatures, mais est-ce que du point de vue de la qualité, c'est la même chose ? Non, mais c'est intéressant. Je vais te répondre de manière assez directe. Oui, bien sûr. Et même s'ils sont moins bien, est-ce qu'il ne faut pas le faire? Tu vois, je veux dire, c'est un vrai sujet. Effectivement, on a eu des projets assez forts qui étaient pour certains assez connus, voilà. Et on a souhaité d'ailleurs faire ça, c'est-à-dire sélectionner des projets qui étaient particulièrement exemplaires ou plus qualitatifs. Mais si tu veux, en tout cas notre projet et le projet de la Fondation du patrimoine, c'est de se dire, ce qui compte, c'est d'encourager l'utilisation de ces édifices, et l'une des utilisations possibles, c'est l'usage compatible. Et donc si on valorise ça, si on soutient ces usages compatibles, on assure une pérennité à ce patrimoine. Or, ça c'est notre mission, c'est notre vocation. Donc peut-être, je dis bien peut-être, que les projets seront un petit peu moins exemplaires. Alors, je parle de manière très théorique parce que je ne les ai pas vus. J'ai juste la data. Mais vraiment, pour moi, ça n'a pas tellement d'importance. Je pense que ce qui compte, c'est de continuer à encourager l'usage compatible, à montrer... Tu parlais de projets qui étaient plus sexy pour ceux de l'an dernier. Je veux dire, de mon point de vue, par exemple, je l'ai évoqué comme un projet abouti où aujourd'hui il y a des étudiants qui sont installés. Ce projet de colocation d'étudiants dans un presbytère, je pense que c'est quelque chose qui peut être fait dans beaucoup d'endroits. Alors peut-être qu'on aura 2, 3, 4 autres lauréats par la suite qui s'inscriront dans la même logique, mais je pense qu'on aura rempli notre objectif. Donc
Je ne peux pas te répondre sur le fond, je ne sais pas aujourd'hui si les projets seront peut-être moins intéressants, mais je crois que vraiment ça n'est pas forcément là le sujet. Alors pour continuer avec le même type de questions, tu as évoqué, je laisse de côté volontairement le prix Sésame, tu as évoqué la grande collecte nationale pour le patrimoine religieux, notamment pour les communes rurales, collecte demandée, lancée par le président de la République, et tu nous as dit dans ta présentation que d'une certaine manière, le mécénat que vous alliez distribuer à partir de cette collecte serait aussi conditionné à des usages compatibles, à l'ouverture à d'autres usages. Ce que l'on remarque aujourd'hui, c'est qu'en extrême ruralité, il y a certes la question du culte qui aujourd'hui quasiment ne se pose plus, parce qu'il n'y a quasiment plus la messe régulière dans ces églises-là. Dans le meilleur des cas, il y a 2 obsèques par an, un mariage tous les 10 ans. Mais là où il n'y a plus de culte, c'est aussi certes parce qu'il n'y a plus de chrétiens, mais aussi parce que généralement, il n'y a plus d'habitants. Et donc, comment est-ce qu'on peut envisager à l'échelle d'un territoire des usages compatibles là aussi où il n'y a plus d'habitants? Et donc, est-ce que conditionner un éventuel mécénat de la Fondation du patrimoine à partir du fruit de la collecte pour les églises, c'est pas finalement aussi fermer la porte à beaucoup d'églises pour quelqu'un qui veut les ouvrir avec ses âmes? Tu as donc décidé de poser les questions compliquées, hein? Non, je suis désolé, ça me vient comme ça. Non, alors, j'essaierai de répondre. Évidemment, s'il y avait une réponse évidente, elle aurait déjà été mise en œuvre sur la question de l'avenir des édifices religieux dans les villages où il n'y a plus d'habitants. Donc ça, c'est un autre sujet sur lequel on pourra revenir. Je n'ai évidemment pas de solution clé en main. Non, mais il y a des pistes quand même. On peut en parler dans le cadre des échanges, mais il y a des pistes. Donc, ça n'est pas un critère obligatoire. Parce que c'est un critère appréciatif entre 2 dossiers équivalents, 2 villages dans lesquels il y a une église. Celui où un usage compatible a été mis en place sera vraisemblablement privilégié, en tout cas par le comité, parce qu'il y aura un comité de sélection. Donc, cette idée, pour nous, elle vient du fait que, encore une fois, la question ou la priorité ou la vocation de la Fondation du patrimoine, c'est de s'intéresser au patrimoine et à sa pérennité, que la condition de la pérennité, en tout cas pour nous, c'est l'utilisation de l'édifice. Y compris, et même si voilà, ça n'est pas forcément la première des priorités dans cette maison, et je le comprends parfaitement, même si, pour une partie de ces édifices, ils doivent être désaffectés. En tout cas, nous, côté Fondation du patrimoine, on ne s'interdit pas de soutenir ce type de projet. Après, sur des édifices où il y a peu de population, mais où il en reste un peu tout de même, parce qu'il y a quand même 22 millions de Français qui vivent dans les territoires ruraux, donc il y a quand même un peu de monde. L'exemple de l'association des jeunes ambassadeurs du patrimoine, voilà encore quelque chose qui peut être mis en place partout. Et c'est un exemple d'initiative qui peut permettre à des édifices d'être ouverts, de faire participer la population, parfois même de reconquérir cet édifice qui est, tu le disais, c'est justement, qui sont parfois assez souvent fermés, et donc de faire se réapproprier collectivement, de faciliter la resocialisation de ces édifices. Donc voilà, il y a des réponses d'initiative, il y a ça n'est pas un critère obligatoire, c'est un critère supplémentaire d'appréciation de candidature. Maintenant, la question à laquelle je ne saurais répondre seul, de l'avenir du patrimoine religieux dans des territoires aujourd'hui très largement, je dirais, déserts, enfin, où il n'y a plus de population. C'est un sujet qui est évidemment complexe, qui a une question, qui est une question financière, y compris. L'une des solutions que nous essayons de voir à travers cette expérimentation de serrures connectées, c'est de faciliter l'ouverture, donc de permettre, dans le cadre d'un parcours de visite et de tourisme, d'aller ouvrir des petites églises qui sont sinon fermées. C'est une des pistes, je ne peux pas garantir, mais c'est une des pistes. Et puis, derrière cela, il y a cette question d'enjeu financier, et c'est là où nous essayons de participer à la mesure qui est la nôtre. Mais est-ce que ce sera suffisant? Je n'en suis pas complètement sûr. Merci beaucoup, Alexandre. Chers amis, nous basculons avec 2 minutes d'avance dans le temps d'échange et de questionnement. N'hésitez pas. N'oubliez pas de vous présenter, s'il vous plaît. Oui, Christian Viennot, vice-président de l'Observatoire du patrimoine religieux. Bonjour et merci de votre intervention. L'Observatoire est, vous le savez,
soutient cette initiative de la serrure Sésame, bien évidemment, parce que nous considérons qu'une église ouverte est une église qui vit. Donc c'est fondamental pour nous. La question que j'aurais, et alors oui, dans cet esprit, je veux bien que nous envoyiez la liste des églises qui ont déjà cet équipement, de façon à ce qu'on les fasse figurer sur notre site, tout simplement, voilà, c'est une source d'information comme une autre qui est importante. Une question, comment est-ce que vous gérez les problèmes du vandalisme dans le cas de ces serrures connectées, puisque a priori il n'y a personne sur place pour accueillir les visiteurs, donc il peut se passer beaucoup de choses, et vous savez que c'est la crainte des affectataires comme des maires, et elle est bien compréhensible. Merci. Oui, alors d'abord, permettez-moi aussi de saluer le travail de l'Observatoire du patrimoine religieux, y compris dans cette logique d'inventaire un peu compliquée à laquelle on est tous confrontés. Et puis, vous le savez, nous avons voilà, l'Observatoire a été aussi associé à nos différents travaux. Et je vous parlerai de la liste des équipements, mais on est aujourd'hui dans une phase d'expérimentation. Donc, je ne peux pas vous dire allez tester, puisque ça n'est pas ouvert au public volontairement, puisqu'on expérimente, mais il y a une dizaine d'églises qui sont concernées. Alors, sur la question du vandalisme, vous avez raison de la soulever, puisque c'est effectivement l'un des premiers sujets auxquels on a été confronté et qui nous est soumis. Aujourd'hui, ces édifices sont souvent fermés, ou pour ceux qui ne le sont pas, qui sont partiellement ouverts, ils sont exposés à ce risque. Donc, réfléchir à une éventuelle ouverture, pour moi, doit à la fois garantir un niveau de sécurité. Après, il faut définir le degré de sécurité possible, mais je n'en ferai pas un obstacle à la réflexion, parce que sinon, évidemment, on pourrait se dire on laisse fermer, mais c'est pas bon pour le patrimoine, c'est pas bon pour l'édifice, et partir du risque du vandalisme risquerait de nous dire ne faisons rien, et voilà. Donc, mais c'est pas votre point de vue, j'ai bien compris, mais voilà. Mais je pense qu'il ne faut pas intégrer cette réflexion comme un préalable, parce que sinon on pourrait ne rien faire. Bon. Ensuite, il y a des réponses possibles. Il y a des réponses techniques, technologiques même, et là aussi, je vous parle de manière assez transparente, mais ça n'est qu'une expérimentation, donc je ne peux pas vous garantir que tout ça sera fait. Il y a aujourd'hui des dispositifs qui permettent d'avoir de la vidéoprotection à l'intérieur d'un édifice qui est ouvert, dont on peut voir ou non la garantie que l'intrusion n'est pas malveillante. Donc ça existe, techniquement c'est possible, ce sont des choses qui existent. La question qui se pose, c'est, pour être pardonnez-moi, je vais être très trivial, qui paye et quel est le degré d'acceptation de l'installation de ce type de dispositif dans une église. Si on répond à ces deux questions, encore une fois, vous avez compris dans la démarche qui est la nôtre, c'est-à-dire de façon consensuelle, pas de question pour nous d'aller imposer quoi que ce soit et aux propriétaires de ces édifices et aux cultes affectataires quand on est dans cette logique de l'affectation. Donc, si la réponse technologique est considérée comme satisfaisante par les parties et qu'un modèle économique peut être trouvé pour le faire, la réponse à la sécurité et à l'enjeu de sécurité est possible, d'autant plus que ça peut être accompagné, en tout cas d'un point de vue là aussi technologique, de mise en place de dispositifs de sécurisation pour tout ce qui a trait aux incendies, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans la très large majorité de ces édifices, et donc d'apporter un complément de sécurité qui aujourd'hui n'existe pas. Donc il y a des réponses. Est-ce qu'elles peuvent être mises en œuvre et est-ce qu'elles sont finançables? C'est un peu le sujet auquel on va être confronté à la Fondation dans les semaines et mois à venir. D'autres questions, d'autres remarques? Moi, j'en ai pour vous. On était pressé de prendre un café, mais moi, j'en ai. J'en ai pour vous, en revanche. Est-ce que vous avez... Qui, pardon? Oui, j'arrive. Est-ce que vous, en revanche, dans vos diocèses, vous avez eu écho du prix Sésame? Je pense en particulier en Vendée, parce que je sais qu'il y a 2 membres de la commission d'art sacré de Vendée. Je pense dans le Nord, à Lille en particulier. Est-ce que vous avez eu écho de ce prix? Et peut-être ailleurs également. Si vous n'avez pas eu écho, je préfère que vous me le disiez parce que c'est plus intéressant. Bien sûr. Donc il faut recruter un directeur de la com, quoi. Oui.
Donc oui, Père Renaud Bertrand de la commission d'art sacré de Luçon, justement, de Vendée. On en a entendu parler, bien évidemment, mais pas en tant que commission d'art sacré. Voilà, on en a entendu parler dans les journaux, mais pas la commission d'art sacré. Oui, François. Alors, je viens de découvrir qu'il y avait François Estival du diocèse de Rodez. Diocèse de Rodez, oui. Je viens de découvrir qu'il y a une église de Villefranche de Rouergue qui a qui a participé. La semaine dernière, on a eu une rencontre avec le maire. Pas un seul mot, rien. D'accord. Bon, je ne pensais pas déclencher un petit conflit local. Je vais sortir mon béret bleu. On va aller vers le consensus. Très bien. Une question qui n'est pas en lien direct avec se présente, Pascal pour le diocèse de Soissons, département de l'Aisne. Tant qu'on est dans les équipements électriques de serrures connectées, de vidéosurveillance, est-ce qu'il y a aussi des systèmes pour assurer une ventilation permanente de l'édifice? Moi, j'étais journaliste dans le bâtiment, donc je sais un peu ce que c'est que la ventilation des espaces. Comme les églises il y a assez peu de courant d'air dans les églises, l'air stagne et l'humidité stagne aussi dans les pieds de mur, notamment les pieds de mur nord, nord-ouest, nord-est. Merci. Parce que quand il y a trop d'humidité, les joints trinquent et bon, la maçonnerie de pieds de mur est légèrement défaillant. Alors pour répondre de manière très simple, la seule solution, en tout cas avec ce dispositif, c'est celui de l'ouverture des portes pour permettre de la circulation d'air. Alors elle est relative, c'est pas voilà. Aujourd'hui, ça n'est pas ouvert. Ce qu'on propose, c'est d'essayer que ça s'ouvre un peu plus souvent pour justement que le bâtiment respire et que l'air y circule, parce que vous l'avez très bien dit, c'est une condition essentielle d'entretien des bâtiments. La dégradation du patrimoine, y compris du patrimoine religieux, est évidemment liée à la fermeture de ces édifices. Donc c'est une des solutions, même si elle n'est que partielle. Oui. Caroline Biencourt, diocèse de Cambrai, et membre du conseil d'administration du réseau Église ouverte. Alors, monsieur, en contrainte technique, j'ai suivi beaucoup de restauration d'églises dans le cadre de mes activités professionnelles, et nous avons des architectes du patrimoine qui, dans le nord de la France, ont créé, ou en tout cas mettent en place, des systèmes techniques. On pourra en discuter à la pause si vous le souhaitez. Mon intervention n'était pas à ce sujet-là, c'était au sujet de l'ouverture des églises. Depuis mes interventions dans les commissions d'art sacré, je milite pour l'ouverture des églises, en dehors de toutes les légendes urbaines, les vols, les actes de vandalisme, etc. Parce que je ne vais pas prêcher, vous tous qui êtes absolument convaincus par cette force de frappe que les églises ont. Je tenais juste à vous signaler que une association qui a été créée il y a une dizaine d'années dans le nord de la France, qui est le réseau Église ouverte, qui prend... C'est de la page pub, donc. Oui, c'est un flash pub, Gauthier, tu m'excuses. Mais puisque nous sommes en train de nous étendre au niveau national, notre initiative a plu à beaucoup d'élus locaux dans les départements et dans les régions, qui, pour le même argumentaire de restauration de ces églises, veulent en avoir un usage, ou en tout cas faire une fierté de leur valeur patrimoniale de ces édifices. Sachez que le réseau Église ouverte est en train à l'heure actuelle de créer, de faire une mue au niveau national. Et si d'aventure, celles et ceux qui voudraient rejoindre cette aventure au CRE pour participer et nous rejoindre dans le réseau, c'est avec grand bonheur que nous leur donnerons des renseignements, notamment avec ma collègue Margot Rosio qui est ici. Voilà. Merci Caroline. Oui. Si les sites des édifices accompagnés par le réseau Église ouverte souhaitent être soutenus, et pas trop tard. Jusqu'au 28 mars, avec un petit delta derrière le 28. Oui. Oui, bonjour, je m'appelle Delphine Page, je suis directrice d'un CAIE, celui des Deux-Sèvres. On accompagne pas mal de communes rurales et j'avais une question sur la définition du patrimoine religieux dans ce prix Sésame. Est-ce que j'ai entendu un exemple de presbytère,
Donc pour vous, est-ce qu'un presbytère, ça fait partie d'un patrimoine religieux? Parce que nous, pour le coup, des transformations de presbytères, il y en a quand même énormément. Alors, oui, très bonne question. Nous avons volontairement retenu, dans le cadre des travaux qui ont été les nôtres, y compris celui du comité d'experts, une définition très large du patrimoine religieux. C'est un choix volontaire, y compris parce qu'on sait qu'un certain nombre d'abbayes ou d'anciennes abbayes peuvent être concernées par de nouveaux usages, en l'occurrence. Et donc, là, le choix qui a été fait a été de se dire on est dans une démarche très large et très ouverte, et pas seulement des édifices dans lesquels il y a un culte. Voilà, pour répondre assez directement, donc c'est pour ça qu'il y a des presbytères, qu'il peut y avoir un ancien Carmel. Enfin voilà, on essaye de viser un peu large, précisément pour montrer qu'il y a une diversité de bâtiments, une diversité d'usages possibles, et qu'on peut faire des choses différentes selon le type d'édifice. Il y avait une autre question. Oui, Chantal. Bon, alors je vais être un petit peu provocatrice. Chantal Courtois. Pardon, Chantal Courtois, Versailles. Oui, c'était un petit peu provocateur. Je voulais revenir sur la question du vol et du vandalisme. Il y a quelques années, dans ces mêmes locaux, nous avions eu une intervention de la police spécialisée dans les édifices culturels, etc. Et il nous avait été dit qu'en définitive, un édifice ouvert n'était pas plus vulnérable qu'un édifice fermé. Au contraire. Voilà, et que c'était le contraire, qu'un édifice fermé était parfaitement fracturable et après, les malfrats opèrent comme ils veulent et tranquillement, tandis qu'un édifice ouvert, au contraire, nous on le voit bien en pratiquant l'inventaire, dans des églises complètement perdues, fermées à double tour, quand on est en inventaire, on a toujours du passage, systématiquement. Donc une église ouverte est une église qui reçoit du monde, pas forcément mal intentionné, et un voleur est obligé d'aller très vite. Voilà. Oui. Oui, diocèse de Laval encore. Toujours. Toujours. Vous êtes stable. Est-ce que le prix Sésame peut concerner des initiatives privées d'entrepreneurs qui ont investi dans un projet intergénérationnel, qui ont racheté par exemple l'ancien hôpital de Laval, l'ont transformé en un lieu intergénérationnel. Il y a une chapelle au centre qui était devenue un entrepôt et qui va être réouvert au culte. Est-ce que ça peut rentrer dans ce cas de figure? Une activité cultuelle compatible avec elle-même. T'avais pas encore ça, hein? Ouais, c'est pas mal, hein? Je vais vous répondre de manière théorique, mais la réponse est oui. Puisque, comme tu le dis très justement, on est même prêt à avoir un usage compatible avec le culte. Oui. Grégoire Flichy pour le diocèse du Mans. Est-ce que, parce que cette question elle s'adresse aux maîtres d'ouvrage, mais elle concerne aussi les maîtres d'œuvre qui peut-être peuvent inciter leurs maîtres d'ouvrage à aller chercher des subventions dans ce genre de processus. Est-ce que vous vous limitez à une dimension financière du projet, parce que vous parliez d'éventuelles abbayes qui peuvent être qui sont dans une reconversion ou qui sont en train de changer de destination. On peut être sur des chantiers qui sont à ce moment-là très conséquents. On parle de plusieurs millions d'euros. Est-ce que la Fondation du patrimoine peut s'engager à soutenir sur de telles proportions? Alors, pour plusieurs millions d'euros, mais compliqué de vous répondre positivement. Non, en réalité, par rapport au sujet que vous évoquez, et c'est pour ça que j'inscrivais le prix Sésame dans la globalité de l'action de la Fondation. C'est-à-dire qu'on a d'autres éléments de réponse éventuels à des chantiers de restauration beaucoup plus importants. La Fondation du patrimoine, notamment, est l'opérateur du loto du patrimoine de la mission Berne. Donc, dans ce cadre-là, nous apportons des financements qui peuvent être plus significatifs à des projets d'ampleur. Là, on est moins dans le cadre du prix Sésame, je pense, en tout cas pour ce que vous évoquez. Pourquoi? Parce que notre idée, c'est davantage de soutenir et d'encourager des initiatives, donc plutôt du fonctionnement, ce que j'ai expliqué tout à l'heure,
davantage que des travaux, même si on l'a quand même fait dans un esprit de démonstration. Donc sur un projet de transformation d'une abbaye en plusieurs millions d'euros, je ne suis pas sûr que le prix Sésame ait un réel intérêt, même s'il peut mettre en lumière et favoriser l'éventuel bouclage financier, parce que ce que nous disent un certain nombre de porteurs de projets, de collectivités, c'est que quand la Fondation du patrimoine, par exemple, ouvre une collecte de dons sur un édifice, je pense en particulier aux différentes églises dont je vous ai parlé, c'est 70% quand même des collectes de dons à la Fondation, sur du patrimoine religieux. Quand vous ouvrez une collecte de dons à la Fondation du patrimoine, parfois, je ne voudrais pas être trop excessif, mais parfois, ça facilite l'obtention d'autres subventions publiques, parce que le soutien, l'apport, la participation de la Fondation du patrimoine est un élément de rassurance, de conviction ou d'entraînement. Donc voilà pourquoi quand on soutient des projets de taille, je dirais, plus conséquente, c'est pas forcément notre aide financière qui est la plus importante, mais c'est plutôt l'effet d'entraînement que ça peut avoir. Très bien. Est-ce qu'il y a encore une question, une remarque? Oui, cher confrère. Oui, Bernard Xibaud, diocèse de Strasbourg. Ma remarque s'adresse davantage à monsieur le sénateur. Je suis désolé d'indiquer un cas de conflit à propos d'un usage compatible ou déclaré incompatible. On en cherchait un, justement. Voilà. Alors, c'est un maire qui voulait organiser des obsèques civiles dans l'église du village. Témoignage? Oui, effectivement, j'ai eu écho de... Je ne voulais pas le citer tout à l'heure, mais j'ai eu écho il y a quelques mois de ce cas-là. Est-ce qu'il y a une autre question, une autre remarque? Oui, Irène. Irène de Château-Thierry, diocèse de Vannes. Juste pour faire suite, nous n'avons pas de conflit non plus notoire dans les églises, mais il y a beaucoup plus de questions dans les chapelles. Voilà. Alors c'est peut-être pas le sujet du rapport du Sénat, mais si on entend patrimoine religieux au sens large, chez nous en Bretagne, voilà, c'est surtout la question des chapelles. C'était juste une remarque. Merci. Micro. Oui, Catherine Putz. Alors moi, je suis un peu à part, en Vous ce êtes sens d'où? que je ne représente pas... Pardon? Vous êtes d'où, justement, oui? Alors, je ne représente pas mon diocèse. Je représente une association qui s'appelle, et vous aurez la réponse, Amis des Églises Anciennes du Béarn. Je viens de loin. Alors, la question que je pose, c'est de dire que nous constatons, notamment dans les petites églises rurales, qu'on n'en est pas aux usages partagés, mais que très souvent, les communautés religieuses elles-mêmes préfèrent aller ailleurs que dans les églises, même pour la messe, parce que c'est trop grand, c'est pas chauffable, on n'a pas envie d'y aller. Alors, je pose cette question-là, la question de est-ce que dans les usages partagés, on constate que la plupart du temps, c'est pour des activités qui concernent un nombre important de personnes, ou est-ce que ça se traduit en pratique par une vraie question, une partition de l'espace? Voilà. Alors, on pourra aborder cette question tout à l'heure avec Anne-Violaine Ardel, directrice des affaires juridiques, qui nous a rejoint et que je salue, qui pourra répondre pour partie à votre question. De ce que je peux, moi, vous en dire, c'est effectivement que les États généraux du patrimoine religieux sont, entre autres, nés de ce constat-là, que les communautés chrétiennes, les premières, avaient eu tendance, à un moment donné d'une histoire récente, à se désintéresser du patrimoine religieux. L'exemple que je prends toujours, désolé pour ceux qui m'ont entendu 20 fois là-dessus, mais moi qui ai été curé 12 ou 14 ans, je ne sais plus, il a fallu que je me batte gentiment, mais que je me batte quand même avec mes catéchistes pour leur dire, partout dans toutes les paroisses où j'étais passé, pour leur dire que l'église bâtiment était en lui-même un lieu catéchétique et qu'il n'était pas inconvenant d'aller faire quelques séances de caté dans l'année dans l'église, même si je comprenais que la salle paroissiale cotonnée, ouatée et surchauffée était très agréable, notamment si en plus il y avait un petit espace cuisine et des toilettes pour les enfants, mais que l'église était le lieu catéchétique par excellence et qu'il n'y avait rien d'inconvenant à s'y déplacer au moins une fois par mois. Je crois effectivement que les chrétiens ont été les premiers à se désintéresser et à abandonner le patrimoine religieux. Je parle à l'imparfait parce que je pense qu'il y a réellement un retour là-dessus qui se fait aujourd'hui. Je crois. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui. Moi, c'est très simple. Je voulais avoir la toujours réponse. Du diocèse de Reims. Oui, toujours. Oui. Il va changer. C'est pour être sûr.
Je voulais avoir la réponse sur la question des obsèques civiles dans l'église du village. Vous avez posé la question, mais vous n'avez pas donné la réponse. Mais parce que le défunt lui-même n'a pas donné la réponse. J'ai 3 annonces à vous faire. On y reviendra tout à l'heure. On a 3 annonces à faire. Pardon. La première, c'est que je salue les 3 intervenants qui nous ont rejoints. Monseigneur Ribado-Dumas, recteur archiprêtre de la cathédrale, bienvenue. Anne-Violaine Ardel, je l'ai saluée, ainsi que Joël Beaugrasset, président de la Fédération nationale des CAUE, qui interviendront en fin d'après-midi. Merci à eux 3 de nous rejoindre. Une deuxième annonce pour vous dire que vous avez, en sortant de l'amphi à gauche, vous avez un espace de librairie qui est tenu par notre partenaire, la librairie Pierre Brunet, dans le 5e arrondissement. N'hésitez pas à y faire un tour. Il y a des ouvrages très intéressants sur, je sens que vous êtes pressé d'y aller là, sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, ainsi que sur les publications de la maison. Et enfin, vous avez également le café qui vous attend dans l'atrium. Je vous remercie simplement de revenir et d'être très précis, puisque nous arrêtons à 11h.